Écoute, on va partir, on va démarrer, peut-être de toute façon, là, ça y est, c'est lancé? Oui, ça y est. Donc, eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui sont sur Facebook et bonsoir à tous ceux qui sont sur le Zoom. Donc, le principe de ce double format, c'est de permettre à ceux qui sont sur le Zoom et qui ont envoyé une demande pour s'inscrire sur le Zoom, c'est de pouvoir participer, de pouvoir dialoguer pendant la conférence, poser des questions. Ceux qui sont sur Facebook, on ne pourra pas prendre vos questions parce que on ne peut pas suivre des deux côtés. Donc, voilà, on essaiera en tout cas de vous faire parvenir les réponses à vos questions par le biais de Marie à la suite. Voilà, donc merci beaucoup Marie d'être avec nous pour ce nouveau rendez-vous dans le cycle Deuil et Trauma qu'on a lancé. Donc après avoir parlé du traumatisme de manière un peu plus large, et c'est une conférence d'ailleurs que vous pouvez réécouter sur la page de l'association, la page Facebook de l'association. Ce soir, il nous est apparu intéressant d'évoquer la question de la mémoire, et vous êtes nombreux à faire part de vos difficultés à ce niveau-là, de la mémoire, de l'attention, de la concentration, de tous ces troubles qui sont souvent consécutifs à un traumatisme, à un deuil, à un événement que l'on va associer ou non à un trauma. On verra avec Marie si c'est toujours le cas ou si ces troubles de la mémoire sont forcément systématiques. Et essayer de comprendre le rôle que joue la mémoire après un choc et après un événement traumatique. Parce que, pour en avoir discuté un petit peu avec toi, Marie, moi, ce qui m'a frappée dans ce que tu m'as expliqué, c'est que ces troubles de la mémoire qui paraissent des séquelles que nous vivons souvent comme des séquelles ou des choses qui nous abîment, qui sont venues un peu nous abîmer, sont souvent des mécanismes protecteurs du corps, du psychisme face à l'événement qui nous a traumatisés. Et c'est ça aussi peut-être qui est intéressant ce soir, c'est de revisiter ces troubles de la mémoire, ces troubles de l'attention, au regard de la fonction et de l'utilité qu'ils viennent apporter dans le vécu de ce traumatisme. Et on va donc voir aussi comment donc un traumatisme impacte notre mémoire, pourquoi on vit des réminiscences, pourquoi on revit souvent en permanence l'événement traumatique, à quoi ça sert justement, ou est-ce que c'est un symptôme post-traumatique inévitable. Et de tous ces sujets, évidemment, on attend beaucoup de toi, on attend de la compréhension, mais aussi que tu nous éclaires sur ce qui peut aider à retrouver une mémoire plus stable et à sortir de ces troubles après le trauma. Donc, je te laisse la parole, Marie, qui est donc Marie Cayazo, que je ne présente pas plus, mais qui est donc psychothérapeute et hypnothérapeute et spécialiste et enseignante sur toutes ces questions liées au traumatisme et à la prise en charge des psychotraumas. Merci Marie, à toi la parole. Alors, bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je ne souhaitais pas commencer la conférence en reparlant des différents types de traumas parce que lors de la dernière conférence, on a quand même pas mal évoqué les différents types de traumatismes, qu'ils soient simples, qu'ils soient complexes, donc quelque chose de plus, on va dire, théorique. Et donc j'ai choisi d'aller vraiment sur l'essentiel parce que le sujet de la mémoire est vraiment très, très vaste en traumatologie. Donc si vous souhaitez avoir plus de détails concernant le trauma en lui-même, je vous invite donc à réécouter, comme vous l'a dit Nathalie, la précédente conférence qui était quand même plus sur les types de trauma. Ensuite, je dois d'abord vous dire quelque chose concernant la mémoire. C'est que concernant un événement traumatique, la première des choses à se dire, c'est que c'est quelque chose qu'on ne veut pas retenir. Quand il nous arrive quelque chose de difficile, quand il nous arrive quelque chose de traumatique, quand on vit un trauma,
la première chose à laquelle on pense, c'est: «Il ne faut pas retenir cet événement, je vais chercher à ne jamais m'en souvenir et je ne veux pas retenir ce moment-là de ma vie», en fait. Donc il faut comprendre que tout l'enjeu de notre travail, nous, en tant que thérapeutes, c'est de réintégrer quelque chose à l'histoire de vie du patient qui, par définition, ne veut pas être intégré. Heu, Chacun a vécu des traumatismes et chacun, se dit qu'il veut jamais revivre ça, jamais repenser à ça et donc en fait, c'est vraiment la vraie complexité de cet enjeu, c'est qu'on on nous amène à vivre des choses qu'on ne veut pas retenir. Or, qu'est-ce qu'un apprentissage? C'est de vivre des choses qu'on retient pour nous permettre d'avancer. Donc en fait, il y a comme une dichotomie dans notre fonctionnement normal physiologique. Normalement, quand on vit des choses, eh bien, on s'en sert comme d'un socle pour pouvoir continuer à avancer, pour pouvoir continuer à apprendre à être demain. Je m'explique. Par exemple, quand vous avez appris à marcher, vous êtes tombé, probablement plusieurs fois et c'est tout à fait normal. Mais ces chutes dans l'apprentissage de la marche, elles ont appris au corps à se réajuster, à trouver un équilibre, à trouver une manière de faire qui ensuite a permis, par l'équilibration des muscles et de l'ossature et de la physiologie, à faire que vous avez arrivé à marcher. Donc ces échecs consécutifs, qui sont liés à l'apprentissage de la marche, donc c'est des événements dont le corps s'est servi pour continuer à apprendre. Alors on pourrait se dire que finalement quand on tombe, c'est un trauma puisqu'on a fait quelque chose qui n'était pas, on va dire, adapté. Donc le corps s'est appuyé sur des événements, sans les juger en fait, et s'est appuyé sur ces événements-là pour construire un apprentissage et vous permettre de vous projeter dans le futur. Or, l'événement traumatique, c'est pas du tout ça. L'événement traumatique, c'est un élément qui nous fait tellement mal, qui nous dépersonnalise à un point tel qu'on ne veut pas le retenir, qu'on ne veut pas apprendre de cet événement. Et donc, on dit à notre cerveau: «Non, ça, tu le retiens pas et tu continues à faire avec». Alors là, il commence à y avoir un bug, en fait, dans la choucroute parce qu'en fait, il dit: «Ah OK, donc en fait, il y a des événements que je ne peux pas retenir, que je ne dois pas retenir et d'autres, oui». Donc déjà, comment j'arrive à distinguer ce que je retiens, ce que je retiens pas? Donc commence à s'installer à l'intérieur de l'individu comme une espèce de questionnement et d'incertitude de: «Attends, ça je retiens ou ça je retiens pas?» Donc évidemment, ce dialogue-là, il est complètement inconscient, hein, il est pas du tout conscientisé, mais c'est à peu près ce qui se passe. C'est pour vous simplifier, en fait, les choses. Qu'est-ce qu'un apprentissage? Un apprentissage, si je reviens à tout à l'heure, quand je vous ai expliqué comment on apprenait à marcher, enfin, naturellement, vous visualisez la scène. C'est qu'en fait, on se base sur des acquis qui nous permettent d'être dans le présent en se disant: «OK, j'ai appris des choses, donc je me suis sécurisée dans le présent et comme je suis sécurisée dans le présent parce que j'ai appris des choses, je peux me projeter dans le futur puisque je me base sur des choses que je sais. Donc je peux appréhender le futur avec sérénité et avec calme». Qu'est-ce qui vient faire un trauma? Un trauma, comme il est venu perturber cette zone de j'apprends pas, je retiens pas, l'individu se pose dans une situation où, alors déjà, ce qui est derrière, il n'a pas trop envie de s'y appuyer parce qu'il y a l'événement traumatique qui est passé. Donc il ne s'appuie pas sur son passé. Donc ça insécurise son présent et ça rend impossible la projection dans le futur, tout simplement parce que le cerveau a compris, lui, il dit: «Mais attends, du coup, je ne peux pas me projeter dans le futur puisque je n'apprends pas à être hier et à être aujourd'hui». Quand j'explique ça un peu aux étudiants, c'est un peu comme si je leur disais: «En fait, c'est comme si vous arriviez en 6e et que tout l'apprentissage du primaire, vous l'aviez zappé
et que vous vous basiez avec vos acquisitions de maternelle. Forcément, votre cerveau, lui, il sait qu'il a un trou derrière. Il sait qu'il a plusieurs années de trou. Donc lui, il est terrorisé à l'entrée en 6e. Il se dit, mais comment je vais faire pour pouvoir apprendre ce qu'on me demande d'apprendre en 6e, puisque j'ai un énorme trou derrière. Et plus le trou est énorme, c'est-à-dire que plus le trauma est gros et plus on n'a pas envie d'apprendre ça, et plus, du coup, le stress qui est lié au futur va être grand. Donc, tout l'enjeu de la mémorisation, c'est donc de venir, à un moment donné, retravailler l'événement traumatique pour qu'il puisse être intégré dans l'histoire du patient, que du coup, il n'y ait plus de trous dans le passé, et que le patient resécurise ses apprentissages dans le présent pour lui permettre d'être sécure dans le futur. C'est-à-dire que toute son historisation de vie doit repasser par un film qu'il se crée. Parce que je vais être un petit peu provoque, mais en réalité, les souvenirs sont tous faux. C'est-à-dire qu'en fait, ce dont on se souvient, c'est totalement partiel, c'est totalement erroné et c'est totalement subjectif. Il n'existe pas de mémorisation, on va dire, objective des choses. Ça n'est pas possible. Nos souvenirs sont forcément l'histoire qu'on s'en est racontée. Et je vous invite à l'occasion, si vous avez l'occasion, à regarder une série que j'aime beaucoup pour ça, qui s'appelle This Is Us. Beaucoup la connaissent probablement. Mais vous verrez combien dans cette série est décrit de manière très intelligente la différence de perception de chacun pour un même événement. C'est-à-dire qu'un événement arrive dans une famille, donc c'est l'histoire d'une famille américaine sur plusieurs générations. Et en fait, il y a un événement qui arrive dans cette famille et on voit du coup l'événement sous l'angle de différents personnages qui ont donc tous vécu objectivement la même scène, puisqu'ils étaient tous ensemble, mais chacun va le vivre avec sa propre coloration émotionnelle du moment, son propre affect, son propre histoire, et ça va permettre à l'individu en fait de se raconter sa vie. C'est ce qu'on appelle la mémoire autobiographique. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler des différentes formes de mémoire. Je vais vous parler des différentes formes de mémoire. Donc, il y a cette mémoire dont on parle principalement, donc, qui est la mémoire autobiographique, et qui, je vous dis, donc, va être fortement perturbée dans l'événement traumatique. Il y a évidemment la mémoire traumatique en tant que telle, dont a parlé un petit peu Nathalie tout à l'heure, qui est donc cet événement qu'on ne veut pas, dont on ne veut pas se souvenir et qui va créer comme un îlot dans notre mémoire et qui va donc être à un moment de vie un événement qu'on ne veut pas retenir et dont on ne veut pas se souvenir. Et en effet, Nathalie l'a très bien dit, ça peut être une défense psychique très efficace pour mettre l'individu en sécurité pendant un temps. Et puis, il y a aussi tous les troubles de la mémoire que l'on a au quotidien lorsqu'on a vécu un événement traumatique et qui sont liés à toute cette imbrication, cette complexité de formation de la mémoire. Voilà, donc je vais vous partager mon écran là pour commencer avec vous, donc là, à vous passer donc, un support de PowerPoint. Hop là. Et voilà, et puis on va y aller. Alors, je vais faire des allers-retours évidemment entre le PowerPoint et puis mon visage pour que vous puissiez me voir, mais je voulais quand même déjà renommer ce que je viens de dire. Donc, un traumatisme, qu'est-ce que c'est ? Ça choque le cerveau, ça le stupéfait et ça le fige. C'est comme si d'un coup, on dit « je me suis pris une porte, je me suis pris un mur ». Les expressions qui concernent le trauma, qui sont à un moment donné stupéfaits, sont légion, des expressions qui veulent dire qu'à un moment donné, il y a un choc. Et c'est d'ailleurs de ça dont est tiré le mot résilience, hein, c'est se rétablir après un choc, c'est vraiment le terme même. Donc un traumatisme, c'est un choc qui va choquer le cerveau. Et donc un événement ne va devenir traumatique qu'à un moment donné, il y a un choc. Hop là. C'est d'ailleurs. Alors, je vais faire ça parce que sinon je ne me vois pas. Donc un événement ne va devenir traumatique que lorsque en fait, les émotions qui sont submergentes vont interférer avec le traitement approprié du souvenir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que
Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par exemple, quand l'enfant apprend à marcher, par exemple, ben, il n'y a pas d'émotion submergente. C'est-à-dire qu'il tombe, il se fait mal, sa maman le rassure, son papa le rassure, ses proches le rassurent. Voilà, il n'y a pas d'émotions submergentes qui sont liées à cet apprentissage. Donc, c'est pour ça que ça n'est pas un traumatisme. C'est parce qu'en fait, c'est simplement un apprentissage. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, la définition du trauma, c'est que l'émotion va venir à un moment donné, donc submerger ce choc et hop là. Oh mais non, mais pourquoi à chaque fois ça revient? Et donc va interférer dans ce traitement approprié du souvenir. C'est-à-dire que ça ne devient pas un apprentissage, mais ça devient un événement traumatique. Si par moment, je ne suis pas claire et que vous avez envie que je revienne sur des notions, n'hésitez surtout pas à m'interrompre, à me poser des questions dans le chat parce que je vois vos questions et auquel cas je peux venir y répondre et venir peut-être préciser mes propos parce que peut-être parfois je passe vite ou peut-être que c'est un peu technique, mais surtout n'hésitez pas à venir me questionner si vous avez besoin de plus d'éléments pour comprendre. Donc la différence entre un souvenir ordinaire, par exemple, ce que j'ai fait, par exemple, avant-hier ou il y a 3 semaines, eh bien, ça va être constitué d'un récit, qui vont changer et s'effacer avec le temps. Par exemple, ben, je vous mets au défi, par exemple, de me dire ce que vous avez mangé, le 6 janvier, et ce que vous avez fait, le 14 novembre 2017. J'en sais rien. Je dis une date comme ça, je ne sais pas du tout. Mais c'est ces jours-là où, en fait, comme il ne se passe rien de spécial, c'est ce qu'on appelle les souvenirs ordinaires, bah, ils vont être constitués d'un récit qui va changer. Alors évidemment, si ce jour-là, moi, je suis allée chercher mon petit chien dans un élevage, ou si je suis allée avec des amis me balader au Frioul, ben, je vais m'en souvenir un petit peu plus que s'il ne s'est rien passé. Mais ces journées-là où il s'est passé des choses qui sont importantes dans ma vie, mais pas non plus centrales et primordiales, eh ben, ça va être des récits qui vont changer, qui vont s'effacer avec le temps, qui vont se remodeler, et c'est normal. Ça, c'est tout à fait normal. C'est cette fameuse série dont je vous parle, This Is Us, où en fait, on a ces fameux souvenirs qui se remodèlent en fonction de chacun, tout simplement parce qu'émotionnellement, on n'est pas au même niveau. Il y en a pour qui 0 émotion ce jour-là, et même ils ont passé une très bonne journée, ben, ils s'en souviendront pas plus que ça. Mais d'autres pour qui ça a été quelque chose de grandiose et d'extraordinaire. Et puis, il y a les souvenirs traumatiques. Donc, il y a les journées traumatiques où là, on peut décrire la journée, malheureusement, avec une précision chirurgicale. Et c'est d'ailleurs souvent sur ça dont on se base, par exemple, dans les expertises judiciaires, parce qu'on sait que les journées où il s'est passé quelque chose de difficile, on va être capable, chirurgicalement, de venir décrire la journée minute par minute, seconde par seconde. Et on va vraiment faire la distinction. Et par exemple, je sais que pour les personnes qui travaillent dans le monde judiciaire, ils vont venir en fait questionner la personne sur les sensations et les mouvements corporels. C'est-à-dire que si la personne nous fait un récit hyper détaillé, mais que en fait on sent que émotionnellement ou corporellement il n'y a pas grand-chose, c'est qu'en fait elle nous bobarde. Elle nous fait croire qu'elle se souvient très bien de cette journée-là, mais en fait on sait que c'est pas possible. Un événement traumatique, il est constitué avant tout de sensations et de mouvements corporels récurrents qui vont être accompagnés d'émotions intenses, avec la peur, avec la honte, avec la rage, avec l'effondrement, toutes ces notions qui sont très chargées émotionnellement et qui sont dues à une défaillance des systèmes cérébraux responsables de la création donc, des souvenirs autobiographiques. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, les récits autobiographiques, mais vous verrez, hein, je vais revenir dessus tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, je vous ai fait un petit tableau pour vous expliquer. Mais les récits autobiographiques, c'est un peu l'histoire qu'on se raconte de notre vie. C'est-à-dire, voilà, moi, quand j'étais enfant, j'étais plutôt une petite fille comme ci, comme ça. J'étais souvent, je ne sais pas moi, mal habillée ou bien coiffée, ou j'adorais dessiner. Et en fait, on va du coup se raconter notre vie à soi-même, hein. C'est ce qui nous constitue, c'est un vrai socle d'apprentissage, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure.
Ce socle-là autobiographique, ça nous permet d'être aujourd'hui pour appréhender avec sérénité demain. Et si on n'a pas de récit autobiographique, c'est hyper compliqué de se projeter à demain. Par exemple, si par exemple vous avez vécu un très gros trauma dans votre enfance, par exemple, vous avez été incesté par quelqu'un, par un proche de votre famille, eh bien, dans ces cas-là, on a comme une cloche qui s'installe dans l'histoire de l'individu et donc il y a une mémoire traumatique qui se fige et la personne n'a pas de souvenir de son enfance. Ça, c'est très fréquent. Eh bien, il faut savoir que pour ces personnes-là, par définition, il va y avoir un très gros trouble anxieux pour pouvoir se projeter à demain, puisqu'elles n'ont pas de socle autobiographique sur lequel se baser. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de référentiel sur qui je suis en fait. Donc quelqu'un qui va bien, normalement, a un récit autobiographique, une vie qui s'est racontée. Et en fait, on s'en fout si c'est vrai ou si c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont persuadés, par exemple, moi, ils viennent voir mon consultation et ils me disent: «Oui, voilà, ma mère, elle préférait mon frère, et puis de toute façon, c'était toujours pareil, à la maison et puis, mon frère, il était toujours prêt, c'était toujours le chouchou» et cetera. Peut-être que c'est complètement faux. Peut-être qu'en fait, c'est, complètement erroné et que c'est basé sur rien. Mais la personne se raconte l'histoire de sa vie de cette manière, c'est son récit autobiographique et par définition, pour elle, c'est vrai. Donc en fait, on s'en fout de savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai, c'est son histoire, c'est son socle. Donc après, ben, on va voir pourquoi elle vient en consultation. Et l'avantage, c'est que ce récit autobiographique, on peut le changer. C'est-à-dire qu'on peut venir installer deux, trois petits doutes en disant: «Mais wow, vous êtes sûr?» et puis nous, en thérapie, on va venir travailler là-dessus. C'est-à-dire qu'on va venir, en fait, questionner. C'est pas pour donner tort à la personne, pas du tout. C'est pour qu'elle change son socle de récit autobiographique et qu'elle se sente en sécurité avec ce socle. C'est pas pour rétablir sa mère ou son frère, ça, c'est pas grave. Mais on sait que si elle n'a pas ce récit de socle autobiographique qui soit stable et sécure, elle va avoir du mal à se projeter dans le futur. Donc c'est très important d'installer un récit autobiographique et une mémoire sur laquelle s'installer, qui soit sécurisante et qui soit rassurante pour la projection dans le futur. Mais revenons à nos moutons du partage de ceci. Je ne sais pas pourquoi ça se met systématiquement là-dessus. Donc la mémoire, comme je vous l'ai expliqué, donc ça va être une reconstruction continuelle, permanente. En fait, à partir du moment où nous, thérapeutes, on vient installer un petit doute sur le fait que maman préférait mon frère, bah, finalement, il arrive, et c'est très, très fréquent en thérapie, que bizarrement, la personne, d'un coup, elle retrouve d'autres souvenirs qui viennent contredire complètement la chose et ça vient comme rééquilibrer l'histoire de sa vie et donc elle peut à nouveau s'installer sur un récit autobiographique plus sécure où elle se dit: «Ah ouais, finalement, j'ai été aimée quand même». Mais le principe même, c'est pas qu'on vienne rétablir sa mère ou qu'on vienne, rétablir une vérité parce que ça n'existe pas. C'est juste qu'en fait, on vient resécuriser son socle. Et donc la mémoire est liée au fait de sécuriser le futur, en choisissant donc de façon sélective dans le passé et en bâtissant sur ce qui s'est avéré efficace. Ça, c'est vraiment central. C'est-à-dire que tout ce que vous avez fait dans votre passé, en réalité, est un apprentissage qui vous apprend à être demain. Si on garde des poches de non-apprentissage dans notre mémoire, eh bien, non seulement on se prive d'expériences qui vont nous sécuriser pour le futur, mais en plus, on angoisse notre présent. Parce qu'on se dit: «Oh là là, mon Dieu, j'ai des trous, j'ai des trous, j'ai des trous» et du coup, le cerveau sait qu'il y a ces poches-là de non-apprentissage. Donc quand je propose aux patients de venir retourner dans le passé pour venir travailler un traumatisme, c'est pas pour, c'est pas par voyeurisme, c'est pas pour venir, on va dire titiller quelque chose qui est difficile. C'est que malheureusement, en fait, un trauma qui n'est pas retravaillé dans la mémoire autobiographique du sujet, c'est une poche de non-apprentissage. C'est pas un enseignement et donc bah, c'est dommage et la personne va vivre un peu comme en fait, c'est un peu comme si on marchait avec une seule jambe
en s'interdisant à marcher avec les 2 jambes parce que, ça va, je marche quand même avec une jambe, c'est pas très grave. Oui, bien sûr, tu marches avec une jambe, mais tu pourrais quand même marcher avec 2 jambes si on retravaillait ta mémoire et qu'on pouvait aller mieux et donc du coup, tu pourrais apprendre à marcher complètement avec tes 2 jambes. Donc le trauma, c'est comme une poche de non-mémoire qui vient être figée. Je vais vous donner un autre exemple. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens, de ma génération, dans la conférence, parce que je ne vois pas tout le monde, mais, je peux encore donner cet exemple sans trop, sans trop, me faire taper sur les doigts. Mais, moi, par exemple, je fais partie des gens qui se souviennent très bien de ce qu'ils faisaient le 11 septembre. Si je dis 11 septembre, normalement, tout le monde sait de quoi je parle. C'est-à-dire que c'est un événement traumatique planétaire. Alors, finalement, je pense que je vais pouvoir commencer à utiliser le 15 mars parce que, avec ce qui vient de nous arriver, je pense qu'on connaît tous à peu près cette date aussi. Donc je vais pouvoir changer d'exemple bientôt. Mais en fait, le jour où, on nous a annoncé, le confinement généralisé, où on a eu les tours, de l'Empire des tours de New York, les Twin Towers qui se sont effondrés, on savait tous à peu près ce qu'on était en train de faire à ce moment-là. Ça, c'est un événement traumatique. C'est-à-dire qu'en fait, on vient percuter dans le réel quelque chose qui vient choquer le cerveau et qui vient nous dire: «Il y a quelque chose qui bug». Sauf que la différence, c'est que pour ceux qui n'avaient personne dans les tours ou pour ceux pour qui le confinement n'a pas été quelque chose d'absolument dramatique, émotionnellement, ça devient une date référentielle, un peu comme le 1515 de Marignan, mais ça va s'arrêter là. Ça crée pas une poche de non-mémoire. Ça reste un traumatisme, dans le sens où c'est un choc, mais comme émotionnellement, il n'y a pas de problématique, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de enfin moi personnellement, je connaissais personne qui était à New York à ce moment-là et encore moins dans les tours, donc j'ai été choquée par ce que l'humanité était en train de faire, mais ça s'est arrêté là. Évidemment, pour ceux qui étaient sur place ou ceux qui ont perdu un proche, la chose n'est pas la même. C'est-à-dire que le 11 septembre ne va pas du tout être le même 11 septembre que pour moi. Donc vous comprenez bien que ce que vit le corps, ce que vit l'émotionnel va être primordial dans ce qu'on va définir comme un trauma. C'est-à-dire que quand on vit quelque chose de traumatique à travers quelqu'un, de plus ou moins éloigné, on peut être choqué. C'est-à-dire on apprend une nouvelle, on va dire: «Oh là là, mon Dieu, oui, c'est choquant», comme le 11 septembre. Mais à partir du moment où c'est pas nous qui le vivons directement dans notre corps ou de manière intime, c'est-à-dire que ça soit quelqu'un de notre environnement très proche qui le vive, eh bien ça ne sera pas un trauma. Ce sera un événement qui restera dans notre mémoire et qui rentrera dans notre flux autobiographique. C'est-à-dire, moi par exemple, à l'époque j'habitais à Lyon, pour le 11 septembre et je me souviens, j'étais, je travaillais, j'étais sortie de mon travail, je traversais la place Bellecour. Pour ceux qui connaissent Lyon, il y a la Fnac et en fait, à la Fnac, il y avait tous les écrans de la Fnac qui montraient, les tours qui s'effondraient et donc en fait, je me souviens être restée subjuguée, devant ces images, un peu comme tous les gens qui étaient autour de moi d'ailleurs et on était là un peu fascinés, un peu démunis, un peu, s'interrogeant sur ce qui était en train de se passer, donc on était choqués. Mais par contre, ça va s'inscrire dans mon récit autobiographique de ce que je vais pouvoir dire. Par exemple aussi, moi je fais partie de ceux qui ont connu, la chute du mur de Berlin. J'étais à Berlin au moment de la chute du mur de Berlin, donc ça, c'est des événements qui viennent enrichir ma mémoire autobiographique et peut-être que dans 20 ans, je raconterai la chute du mur de Berlin qui aura strictement peut-être rien à voir avec ce que j'ai réellement vécu. Un peu comme les récits de nos grands-pères, je ne sais pas si vous avez connu, mais qui nous racontaient leur service militaire. À chaque fois, ils rajoutaient un truc, enfin moi c'était l'histoire de mon grand-père, à chaque fois ils rajoutaient un truc qui nous rajoutait un événement, etc. Un peu comme s'ils brodaient une histoire sur une histoire sur une histoire. Ça, c'est le récit autobiographique. Ça veut dire que la mémoire va bien, ça veut dire que le socle sur lequel on se pose va bien et c'est pas traumatique. Mais nous, ce qui nous intéresse, vous allez me dire, c'est le traumatisme. Donc, je vais continuer, heu, à vous parler de ça et donc, je vais vous parler de la mémoire traumatique. La mémoire traumatique,
Elle est d'abord liée à des sensations dans le corps. C'est-à-dire qu'elle va être liée à des odeurs, à ce qu'on a vu, à ce qu'on a entendu, à ce qu'on a perçu dans notre corps. Ça va être comme des chocs, comme des douleurs qui sont associées à des souvenirs traumatiques. C'est des sensations qui sont extrêmement dérangeantes et détestables, qui sont repoussantes et qu'on n'a pas du tout envie de revivre. Ce qu'on appelle les sous-modalités sensorielles quand on travaille en hypnose, et c'est ça qui est à l'origine des réviviscences et des flashbacks. Je m'explique. Par exemple, moi, j'ai eu à traiter des patients qui avaient connu la guerre en Afghanistan et en Irak, parce que je travaillais avec des militaires. Et donc, ils avaient connu les terrains de guerre. Et sur ces terrains, parfois, ils avaient perdu des personnes de leur bataillon ou de leur faction, parce qu'ils étaient sur un terrain de guerre. Voilà, tout simplement. Donc, c'était des événements traumatiques. Et en fait, pour ces patients-là, la plupart du temps, je leur posais la question de savoir quel goût vous aviez à ce moment-là. Quel goût vous aviez à ce moment-là? Parce que souvent, dans ces terrains-là, dans les terrains de guerre, il y a du sable, il y a de la terre. Et en fait, les militaires, ils en bouffent, en fait. Ils sont imprégnés. Et donc, du coup, le trauma vient se fixer sur des événements d'odeur et de goût très forts de terre. Et c'est des personnes qui sont incapables, par exemple, d'aller se promener en nature. Parce que le fait de ressentir la terre ou le sable va leur faire systématiquement avoir des flashbacks. Donc, il suffit qu'ils aillent se promener sur la plage avec leurs enfants, leurs chiens, des années après l'histoire traumatique, donc qui n'a rien à voir, évidemment. Ils sont avec leurs enfants en train de se promener sur le sable, donc eux, ils se disent « bon, je suis en sécurité », ce qui est la réalité. Et bien là, paf, ils sentent le sable, ils ont le flashback, ils sont la sous-modalité, et en fait, à ce moment-là, le corps leur dit « tu te souviens de ce qui s'est passé la dernière fois où tu as senti du sable ?» Donc, la mémoire vient à ce moment-là percuter l'organisme pour l'informer qu'il peut y avoir un danger. Or, évidemment, c'est une erreur, puisqu'à ce moment-là, il n'y a pas de danger. Ils sont sur le sable avec leurs enfants en train de jouer avec un chien. Sauf qu'en fait, et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, à ce moment-là, quand ils sont sur le terrain de guerre et qu'ils sont face à un événement traumatique, comme je vous l'ai dit, leur organisme, il a été choqué. Ils n'ont pas pu apprendre, ils n'ont pas pu réagir. C'est ce qu'on appelle un événement non élaboré, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas allés au bout de leurs sensations. Ils ont été bloqués dans le processus. Donc le corps, lui, va lui dire « non, mais comme le processus n'est pas terminé, tant que tu ne l'auras pas terminé, je vais te le faire revivre. » C'est donc le principe des flashbacks et des réviviscences. C'est qu'elles vont venir percuter nos sous-modalités sensorielles et tant qu'on ne les aura pas retravaillées, on va être prisonnier de ces schémas qui vont recommencer et recommencer et recommencer éternellement. Donc, c'est la raison pour laquelle il est vraiment essentiel de venir travailler sur les traumas. Je me souviens par exemple d'avoir travaillé avec un patient qui avait eu un accident de moto et les sous-modalités étaient dans, en fait, la sensation du vent, parce qu'il avait donc été percuté par une voiture, il avait fait donc un vol plané et son corps avait volé. Et en fait, la sensation de voler et du vent sur sa peau était traumatique. Donc vous vous rendez compte qu'en fait, c'était un monsieur qui, quand il y avait Mistral, il ne pouvait pas sortir de chez lui, en fait. Sauf qu'il ne faisait pas du tout le lien. Il ne faisait absolument pas le lien entre trauma d'accident de moto et Mistral. Par exemple, quand on a un accident de voiture et qu'à ce moment-là, on ne le sait pas parce qu'on n'a pas fait attention, mais on est près de containers de poubelle, par exemple, ou qu'on voit un camion de poubelle qui est à côté de nous. Nous, on ne l'a pas vu puisqu'on est dans l'accident de voiture, mais notre cerveau, lui, il a vu des poubelles, un camion de poubelle, il a associé poubelle, camion de poubelle avec accident de voiture. Eh bien, du coup, on ne va pas pouvoir sortir les poubelles, par exemple. Parce qu'en fait, les poubelles vont venir systématiquement nous rappeler l'événement traumatique. Donc,
il va y avoir comme ça des collusions, des sens entre des moments traumatiques et des moments de notre vie qui n'ont strictement rien à voir. Mais si à ce moment-là, il y a une sous-modalité qui s'est connectée, eh bien, tant qu'on n'aura pas travaillé la sous-modalité, le cerveau va venir nous dire: «Attention, il y a danger». Donc là, on va parler justement de qu'est-ce qu'un souvenir, de tout ce tissu du souvenir. En fait, on a 2 grands types de mémoire. On a la mémoire explicite et la mémoire implicite. Évidemment, alors je ne vous ai pas fait de flèche parce que je suis vraiment très, très nulle en informatique, mais tout ça, tout ce que je vais vous dire là, interagit. C'est-à-dire que l'explicite interagit avec l'implicite interagit avec l'explicite et réciproquement. C'est en permanence un tissu de connexion. Comme je vous ai dit que c'était finalement la base de nos apprentissages, on est sans arrêt en train d'aller piocher dans notre mémoire pour apprendre à être aujourd'hui et appréhender demain. En fait, c'est un peu comme notre banque de données d'informations. La mémoire explicite, c'est la mémoire dont on se sert tout le temps. Il y a donc la mémoire déclarative et la mémoire épisodique. La mémoire déclarative, qu'est-ce que c'est? La mémoire déclarative, c'est cette fameuse mémoire qu'on va considérer comme factuelle, par exemple. C'est alors, en fait, ben, à midi, j'ai mangé des haricots verts, du gigot et un yaourt. Ça va être des choses qui sont un peu comme froides, un peu comme une liste de courses de ouais, bah, par exemple, on est allé faire les magasins, je suis allée chez Zara, je suis allée chez Etam, j'ai essayé un jean à machin et voilà. C'est toute cette mémoire qui est déclarative, qui est comme une suite d'événements successifs, qui a pas un grand intérêt, mais qui vient, structurer notre quotidien de manière un peu froide en disant: «Bah, objectivement, j'ai fait des choses, quoi. J'ai fait ça. Bah, qu'est-ce que tu as fait comme études? Bah, j'ai fait ça, ça, ça. Qu'est-ce que tu as fait comme expérience professionnelle?» C'est un peu comme les CV, bah, j'ai fait ça, 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 voilà. C'est qu'on est complètement désaffectivé dans quelque chose de, voilà ce que j'ai fait dans ma vie. Voilà. Ça, c'est la mémoire déclarative. La mémoire déclarative, elle est complètement en lien avec donc notre mémoire épisodique, qu'on dit également autobiographique, c'est ce dont je vous parle depuis tout à l'heure. C'est toutes nos expériences de vie. C'est nos événements rationnels et irrationnels dont je vais vous parler. Par exemple, quand je vous dis, ben voilà, euh, j'ai là typiquement la patiente qui vient parce que sa mère préfère son frère, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et en fait, c'est quelque chose de totalement irrationnel, c'est basé sur rien, mais c'est son récit autobiographique. Et nous, on va venir l'aider à transformer ça pour qu'elle sorte de son statut de victime et pour qu'elle sorte de son statut de systématiquement se sentir trahie. On va venir remodeler cette mémoire épisodique et autobiographique. Donc ça, c'est ce qui s'appelle la mémoire explicite, qui est essentielle à notre histoire de vie et c'est sur laquelle on se base en permanence. La mémoire épisodique ou autobiographique, elle est beaucoup empreinte, encore une fois, d'émotionnel. La mémoire implicite, là par contre, on est en train de rentrer dans quelque chose de non conscient. C'est toute notre mémoire émotionnelle de sensations, d'émotions, de comportements qu'on va mettre en place. Par exemple, c'est tous nos mécanismes de phobie, par exemple. C'est-à-dire, il y a des gens qui disent: «Ah moi, je déteste, je sais pas moi, les requins» et donc il y a pas de requins, ils voient de l'eau, ils vont se dire: «Ah, mais moi j'ai peur des requins». Non mais il y en a pas, enfin il y a pas de requins, on est à Marseille, enfin je veux dire, on sort complètement d'un contexte rationnel et là en fait, on tombe sur tout ce qui est mémoire émotionnelle parce que, bah, en fait, parfois ces gens-là n'ont jamais été même confrontés à un requin. Mais il suffit et on l'avait dit à cette époque, qu'ils aient vu les dents de la mer, par exemple, pour venir se sentir dans leur corps attaqué à ce moment-là et engrammer un apprentissage qui n'est pas le leur et qui est lié à une mémoire émotionnelle. C'est tous les souvenirs qui vont apparaître et disparaître de manière complètement inconsciente
et qui vont procéder au marquage et à l'encodage d'expériences importantes. Si par exemple, je vous parle d'un câlin que vous avez reçu de quelqu'un que vous aimez, par exemple, eh bien ça, c'est la mémoire émotionnelle. C'est-à-dire qu'il vous suffit d'évoquer le souvenir d'une personne que vous aimez profondément et qui vous a serré dans ses bras et hop, votre corps, il peut vous donner le cadeau de cette sensation physique dont il se souvient. Le corps se souvient de tout, c'est notre mémoire totale. C'est notre mémoire cellulaire totale. Et puis, oui, Alors, juste par rapport à ça, j'ai peur d'oublier sur la mémoire émotionnelle. Donc là, j'ai bien compris ce que tu dis par rapport à un souvenir lié à notre enfance ou une personne qu'on aime. Mais alors, dans le cadre d'une phobie, où tu as dit qu'on peut avoir peur de quelque chose avec qui on était en contact, ouais. comment donc ça agit au niveau de cette mémoire émotionnelle? Bah, alors, par exemple, si je prends l'exemple des Dents de la Mer, par exemple, le film a fait vivre dans le corps quelque chose à quelqu'un. En fait, pourquoi on aime les films d'horreur et pourquoi on aime les films d'action? C'est qu'en fait, le cerveau ne sait pas faire semblant. Il ne connaît pas le faire semblant. Donc lui, quand il vit un événement, il le vit complètement, il le vit vraiment. Et donc certaines personnes, quand elles sont complètement happées par le film, vont ressentir dans leur corps la peur du requin. Donc ils n'ont jamais été en contact en réalité, mais ils ont été en contact dans l'imaginaire. Et c'est tout l'intérêt de notre travail, c'est qu'en fait, on peut traiter les gens dans l'imaginaire, puisque le cerveau ne sait pas faire la différence. C'est pour ça que ça marche, l'hypnose. C'est que justement, on va venir rétablir dans l'imaginaire des sensations pour faire engrammer la nouvelle information au corps pour qu'il puisse mémoriser quelque chose de neuf. Donc il suffit de décoder le film des Dents de la Mer pour permettre à la personne de ne plus avoir de phobie de requin. Merci. Mais en fait, elle le vit dans son corps. Enfin, je sais pas, il y a certaines personnes, quand ils sont au cinéma, on les voit, ils sont comme ça, ou il y a des manifestations corporelles importantes. Et en fait, on le vit dans notre corps. Mais on ne le vit pas pour de vrai. Donc cette mémoire émotionnelle, elle est inconsciente, d'accord? Et puis, il y a la dernière mémoire, c'est la mémoire donc procédurale, donc, qui est une mémoire implicite. Alors elle, c'est toutes les actions motrices acquises, comme par exemple, on dit, quand tu as appris à faire du vélo, tu t'en souviens tout le temps. C'est toutes nos mémoires procédurales, c'est-à-dire que quand on a appris un truc, on s'en souvient super bien, on sait éplucher des carottes, une fois qu'on a appris, on sait faire. Une fois qu'on a appris à skier, on sait skier. Une fois qu'on a appris à faire du vélo, on sait faire du vélo. Ça, c'est toutes nos mémoires procédurales et elles vont être déterminantes, par exemple, quand on est sur les patterns d'action rigide, comme les réponses d'urgence programmées. C'est là où ça devient vraiment intéressant pour le trauma. C'est qu'en fait, quand vous vivez quelque chose de traumatique, et je vais vous donner un exemple après, votre corps va mettre en place des actions de protection qui sont liées soit à j'approche, j'évite, j'attire, je répulse, je fuis, j'évite, je combats, et ils vont s'enregistrer dans notre apprentissage. Ce sont ce qu'on appelle les patterns d'action rigide. Par exemple, j'ai eu le Covid. Nathalie l'a dit, parce que du coup, cette conférence a été décalée, puisque j'étais donc au fond de mon lit au Vour, prévu normalement de la conférence. Donc, j'ai eu le Covid. Et en fait, depuis quelques jours, je ressors, ça y est, c'est fini, donc je travaille, etc. Mais je constate chez les gens qui savent que j'ai eu le Covid et qui me côtoient, des patterns d'action rigides engrammés. C'est-à-dire que dès que je dis que j'ai eu le Covid, hop, je sens que, hop là, ils se reculent un petit peu. Ou d'un coup, je vois qu'ils prennent le gel hydroalcoolique et puis ils se nettoient les mains. Ou hop, ils se décalent un peu. Ou ils ne savent pas s'ils me font la bise ou s'ils ne me font pas la bise. Voilà, c'est tout ce qu'on appelle les patterns d'action rigide qui sont des réponses d'urgence programmées où face à un danger, en fait, notre corps, il va s'encoder dans... Attends, je me mets en sécurité, d'accord? Elle a eu le Covid quand même, donc
Bon, même si elle me dit qu'elle l'a plus, on ne sait pas, etc. Donc, c'est toutes nos réponses corporelles qui sont totalement inconscientes, d'accord, qui sont complètement hors de notre conscience, mais qui font partie de notre quotidien en permanence. C'est-à-dire que vous voyez quelqu'un qui a une tête qui ne vous revient pas, votre cerveau, lui, il l'a vu, donc paf, il va vous faire changer de trottoir, par exemple. Ou ben ça, vous ne le sentez pas. C'est tout ce que vous vous dites, ça, je ne le sens pas, en fait. En fait, si vous ne le sentez pas, c'est que votre corps, il se base sur ce qu'on appelle les patterns d'action rigide, c'est-à-dire c'est quelque chose dont vous avez déjà été en contact ou que vous ne savez pas comment réagir face à ça, et votre cerveau va vous mettre soit en situation d'évitement, d'attraction ou de répulsion. C'est-à-dire qu'il va dire: t'y vas pas, mets-toi en protection ou barre-toi. De toute façon, c'est fuite, combat ou figement. Il n'y a pas 3 millions de solutions, hein. C'est soit je bouge pas, soit j'évite, soit je me barre, soit je combats. C'est la mémoire procédurale en tant que telle. Alors, par exemple, quand on a un cas, par exemple, je vais vous donner le cas d'une patiente qui s'appelle Anna, qui a eu un souvenir procédural inadapté. Par exemple, elle a été violée par son grand-père lorsqu'elle était enfant. Et lorsque elle est adulte, par exemple, quand elle est caressée par son mari qui l'aime et qui est totalement bienveillant et qu'elle aime de tout son cœur, eh ben, elle peut parfois se raidir, se rétracter et finir par collapser de peur et de dégoût, par exemple. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une confusion entre une personne sûre et une personne dangereuse, et qui va se fonder sur un mécanisme de survie qui la fait considérer qu'il y a un danger, alors même qu'il n'y a aucun danger. Mais la situation est similaire, puisqu'avec son grand-père, elle a été violée lorsqu'elle était enfant, et qu'avec son mari, elle a une intimité avec des caresses. Donc, elle arrive en consultation, ça, c'est typiquement la persistance d'un souvenir procédural inadapté. Le fait qu'elle s'autorise à éprouver une réaction physique de retrait à l'égard de son mari fait que ça signe, ce que je vous ai dit tout à l'heure, la réaction physique inachevée. C'est-à-dire qu'en fait, elle est là, elle sent que sa réaction, elle n'est pas normale, mais elle n'arrive pas à la dépasser. Donc, elle vient en thérapie et nous, on va l'aider à se concentrer sur cette pulsion en l'aidant à ressentir ses manifestations physiques de répulsion et on va la faire aller jusqu'au bout de cette tension. C'est-à-dire, on va lui dire: «Qu'est-ce que tu ressens là ?» Par exemple, elle dit: «Par exemple, je sens que je me tends dans les bras, je sens qu'en fait, j'ai la colère qui monte, je sens qu'en fait, j'ai envie de le repousser». OK, et ben là, tu vas imaginer que tu repousses ton grand-père, Anna. Eh bien, ça va renégocier la mémoire procédurale traumatique qui a été bloquée lors de la première réaction. Il va s'en suivre une réaction de chaleur et de résolution du système nerveux autonome. Et en fait, cette réaction bloquée, inachevée physiquement lors de la première la première intercation avec son grand-père, va faire qu'elle va qu'elle va résoudre son son sa mémoire traumatique procédurale et lorsqu'elle sera à nouveau au contact avec son mari, elle va pouvoir engrammer une nouvelle mémoire procédurale. C'est-à-dire quand on me caresse et que je suis en sécurité avec la personne que j'ai choisie, je peux me détendre. Donc vous comprenez que toutes les techniques comme EMDR, hypnose, qui nous aident à sécuriser une situation physique traumatique, vont nous permettre de résoudre des conflits de mémoire procédurale traumatique. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Parce que du coup, c'est un peu dense quand même, non? Oui, donc c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a eu quelques questions dans le fil ou pas? Non, je sais pas, il y a pas de questions. De personnes. Moi, Je je voudrais m'arrêter? juste redire, tu as parlé évitement, attraction, répulsion, fuite, combat. Et c'était Ouais. quoi le troisième stratégie de défense? Non, Fuite, c'est combat. en fait, c'est l'évitement, Ouais, la fuite ou le combat. d'accord. En fait, c'est que ça peut être aussi le figement. En fait, Voilà. évitement et figement, ça peut être considéré comme à peu près la même chose, en fait. Voilà.
En fait, le freezing, le fait d'être figé, ça peut être une forme d'évitement. D'accord. Et l'évitement et la fuite, c'est différent donc. L'évitement et la fuite, c'est différent. Oui, la fuite, c'est, je fuis, ça veut dire que physiquement, je m'en vais. Alors que, par exemple, dans le cas d'Anna, en fait, où elle s'est laissée violer par son grand-père, c'est une forme d'évitement et de figement où, en fait, elle a choisi de bloquer tout et d'éviter de penser. C'est-à-dire qu'en fait, elle a plus agi. Alors elle s'est figée, mais c'est aussi une forme de fuite. C'est-à-dire qu'en fait, elle s'est mise en retrait, elle s'est figée. C'est toutes les personnes qui ont été violées et enfin, où on leur dit: «Ah ben de toute façon, si tu enfin comme la justice dit: «Bah, de toute façon, si tu as rien dit, c'est que tu étais d'accord». Non, ça n'a rien à voir en fait. C'est une défense psychique, qui fait qu'à un moment donné, le cerveau prend la décision de se figer pour permettre à la personne de survivre. C'est une décision, c'est une défense. De la même manière que, face à des événements comme ça, en l'occurrence pour Anna, c'était son cas, c'est que son cerveau va dire: «Ça, tu vas l'oublier pendant un temps. On va te le mettre de côté et comme ça, quand tu vas pouvoir grandir correctement». Et donc les incestes, les viols d'enfants sont très souvent liés à des mémoires traumatiques parce que le cerveau va mettre de côté l'événement pour permettre à l'enfant de continuer à grandir, parce qu'en fait, l'enfant n'a pas le choix d'être, à un moment donné, de faire confiance à l'adulte. Si, l'enfant enregistre cette information que l'adulte est dangereux, ça peut compromettre ses apprentissages futurs, puisque tous ces apprentissages dépendent de l'adulte. Donc le cerveau va décider d'isoler cet événement en disant: «C'est cet adulte-là, dans ce contexte-là, qui est taré, donc je le mets de côté, continue à faire confiance aux autres adultes, eux, ils sont normaux. Et quand tu seras grande, eh ben, on traitera la mémoire traumatique». Donc la mémoire traumatique, elle peut être un mécanisme de défense et de résolution pour de nombreux enfants. Ça nous permet de grandir, en fait. Alors j'ai juste fait un petit aparté sur les émotions, par exemple, qui vont servir 2 objectifs principaux. Le premier, c'est de manifester aux autres ce qu'on ressent. Donc ça va être qu'on va se faire comprendre et dire ce dont on a besoin. Et le second, ça va être de nous permettre à nous comprendre à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va nous-mêmes comprendre ce qu'on ressent et ce dont on a besoin. C'est: je comprends ce que l'autre ressent et je comprends ce que je ressens. Pour les enfants ou pour les personnes qui ont une mémoire traumatique, c'est-à-dire qu'on les a coupés de ce qu'ils ressentaient, eh bien, ils ont un handicap par rapport à leurs émotions, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils ressentent. Et souvent, on reçoit en consultation des personnes qui n'ont aucune conscience de leurs émotions parce qu'ils ont un vécu traumatique tellement chargé qu'en fait, ils se sont complètement coupés de leurs émotions. Alors attention, hein, je ne dis pas que toutes les personnes qui sont coupées de leurs émotions ont forcément vécu des traumas. Ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je dis que, à l'inverse, si on a vécu beaucoup de traumas, il y a de très fortes chances qu'on n'ait pas de conscience de ces émotions. Mais l'inverse n'est pas forcément vrai systématiquement. Donc ça, c'est la définition de la résonance. C'est-à-dire que je résonne avec l'autre sur ce que je ressens et sur ce que l'autre ressent. Et on considère que ce feedback, c'est un feedback en fait de système nerveux autonome. Il y a une théorie qui s'appelle la théorie polyvagale, qui est très, très intéressante. Alors, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle n'est pas vraie? Mais en tout cas, elle est vraiment très, très intéressante. Je vous invite peut-être à vous renseigner sur cette théorie-là. Elle considère en fait qu'on n'a pas 5 sens, donc qu'on a plus de sens. Donc pour la théorie polyvagale, on dit qu'on a 5 sens, donc l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, la vue. Bon, bah ça, c'est les 5 sens qu'on connaît et qu'évidemment on a. Mais elle va définir un 6e sens qui est la nociception, c'est-à-dire notre sensation de douleur, qui va être différente d'un individu à l'autre. Il y a la perception du corps dans l'espace, qui s'appelle la proprioception, qui est un sens particulier. Il y a l'équilibrioception, qui est la perception de l'équilibre. C'est encore autre chose que le corps dans l'espace. C'est notre capacité à garder un équilibre.
il y a la thermoception, c'est la sens qui permet d'être en contact avec sa régulation corporelle. Je me suis rendu compte que je me suis trompée là sur la, sur la slide, j'étais peut-être un peu fatiguée en l'écrivant. Donc la thermoception, c'est le sens qui permet de percevoir la température corporelle. C'est quand on se dit ah tiens, là j'ai chaud, ah là j'ai froid. Donc il y a des gens qui ont une thermoception qui est dérégulée, c'est-à-dire qu'ils ont tout le temps froid ou tout le temps chaud. Donc ça, c'est quand on commence à avoir une thermoception dérégulée, c'est qu'on a un trouble du système nerveux autonome. Et enfin, il y a un dernier élément de sens, du coup je ne l'ai pas écrit, mais je vous le dis, c'est la neuroception. La neuroception, c'est ce sens donc, qui permet de capter l'état des autres systèmes nerveux extérieurs. C'est notre capacité à raisonner avec l'autre. Les personnes qui ont vécu des traumas ont généralement une très très bonne neuroception. C'est-à-dire qu'en fait, ils savent très bien anticiper ce que l'autre va leur dire, ce que l'autre va leur faire, ce que l'autre va penser. Tout simplement parce qu'en fait, ils ont développé ce sens-là pour se mettre en sécurité. Et plus on a été au contact de traumas petits, et plus on a une très bonne neuroception, en fait. C'est-à-dire qu'on va être des super capteurs de l'autre, c'est-à-dire qu'on sait qui est bon, qui n'est pas bon, très très jeune. Ça, c'est vraiment lié au trauma de l'enfance. Donc, ces émotions-là, elles vont être des indicateurs pour la mémorisation de l'événement traumatique. Donc, le cas d'Anna, je vous l'ai donné, c'est donc la nécessité de reprogrammer la mémoire procédurale traumatique qui a été bloquée lors du viol par son grand-père pour lui permettre, en fait, d'avoir une réaction physique achevée et non plus inachevée et avoir une sécurité dans la relation physique avec son mari lorsqu'elle est en sécurité. Là, on tombe donc sur le traitement d'un trauma. Qu'est-ce que c'est? C'est que au départ, on est à l'équilibre. Tout va bien, je suis dans ma mémoire autobiographique, je vais acheter des légumes. Donc, je suis à l'équilibre. Et puis, tout à coup, il y a quelque chose qui se passe. Je suis arrêtée. J'ai ce fameux choc traumatique. Il y a un arrêt qui crée une alerte. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe là? Il y a quelque chose qui se passe. Donc, mon corps, petit à petit, se raidit et se réoriente dans l'espace. C'est-à-dire, est-ce que je dois fuir? Est-ce que je dois rester? Donc, il y a une évaluation de la situation. Il y a comme un peu un temps où je vais décider si je vais m'approcher, si je vais éviter, si je vais combattre, si je vais fuir, si je vais me figer. Et puis, si l'intensité traumatique devient trop importante, alors là, je vais collapser, c'est-à-dire que je vais entrer dans la peur, dans la sidération, et donc je vais entrer dans le traumatisme. Donc, cet événement, ça, c'est la menace croissante qui est liée à l'événement traumatique. Où d'un coup, paf, là, on est vraiment percuté. Eh bien, la renégociation, c'est-à-dire le traitement du trauma, c'est qu'on part de l'inverse, c'est-à-dire qu'on part du trauma et on va remonter tout doucement les strates vers l'équilibre pour permettre à l'individu d'évacuer dans son corps l'événement traumatique. Parce que l'événement traumatique, c'est un événement corporel qui n'est pas résolu. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui n'est pas rentré dans l'apprentissage corporel. Donc, on va renégocier le trauma pour lui permettre de s'enregistrer. Donc, par définition, un trauma, c'est donc un trouble de la mémoire. C'est quelque chose qui ne s'enregistre pas. C'est un peu comme si je disais, moi j'ai dit, guérir sa mémoire, c'est réparer son futur. C'est-à-dire que guérir un traumatisme, guérir sa mémoire, c'est réparer l'apprentissage futur. Donc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va apprendre à mémoriser à nouveau. Et comment on fait pour mémoriser? Comment on fait pour apprendre? Eh bien, on se base sur nos sens d'abord. On se base sur nos sens pour enregistrer des informations et les mettre dans la mémoire à court terme, qui va ensuite les mettre dans la mémoire à long terme, avec une importance de la qualité de l'information. Et on sait qu'une personne qui a vécu un traumatisme, mais qu'est-ce que d'abord elle est? Elle est figée, elle a peur, elle est donc stressée. Et le stress va venir bloquer la qualité d'information de l'enregistrement de tout apprentissage sur la mémoire à long terme. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit au tout début, comme vous avez dit à votre cerveau, non, ça, tu ne le retiens pas,
Et donc, en fait, il est dans cette espèce d'entre-deux de est-ce que je ne sais pas si je retiens, je ne sais pas si je ne retiens pas. En fait, quand il va pas devoir passer de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme pour enregistrer quelque chose, et ben, en fait, il est toujours dans cet entre-deux. Donc le stress va venir rendre péjoratif l'intégration de l'apprentissage dans la mémoire à long terme. Donc quelqu'un qui a vécu un trauma vit la double peine, la triple peine, la quadruple peine, c'est-à-dire que non seulement il a des trous de gruyère dans son passé, mais comme il a ces trous de gruyère, en fait, le cerveau, il ne sait pas bien comment il doit enregistrer sur le long terme. Donc, il y a ce stress, cette peur qui vient abîmer l'enregistrement des apprentissages dans le présent et donc pour le futur. Dans la mémorisation, ce qui est très important, c'est la répétition. Et donc, plus on va répéter cette fameuse mémoire procédurale traumatique de manière inadaptée, comme dans le cas d'Anna, et plus la répétition liée à l'apprentissage va être mauvaise. Donc malheureusement, moins on traite nos traumas et plus on perd en mémoire. Donc on a vraiment intérêt à travailler sur nos traumatismes. Parce que le traumatisme nous empêche de nous adapter correctement parce qu'on est sans arrêt en fonctionnement du mode survie. En fait, normalement, quand on n'a pas vécu de trauma, eh ben, on vit. C'est-à-dire, on est là, on est dans un apprentissage de vie normal. Alors, je vais me connecter aux questions. Peut-être cela peut expliquer qu'on ait du mal à travailler sur les dossiers compliqués, que notre mémoire ancienne sur notre métier de base, par exemple, pose problème. Tout à fait, c'est tout à fait, Laurence, en fait. À partir du moment où on a vécu un traumatisme, bien, notre mémoire procédurale étant perturbée, en fait, on dit à notre cerveau qu'on sait plus ce qu'on doit retenir et garder. Donc, par définition, la mémoire à long terme va être perturbée. Puisque, en fait, en ne traitant pas un traumatisme, on lui dit qu'il faut qu'il trie. Or, normalement, on ne doit pas trier un apprentissage, c'est un apprentissage, c'est la vie, en fait. Normalement, on vit et on n'a pas d'avis à donner sur ce qu'on vit. On vit, on apprend, on vit, on apprend, on vit, on apprend. Sauf que nous, avec le trauma, on dit non, ça, on ne veut pas l'apprendre. Donc, en fait, le corps, il ne sait plus très bien comment s'ajuster. Donc, il est en stress, il ne sait plus comment s'adapter. Et donc, par définition, il va avoir un trouble de l'apprentissage de la mémoire à long terme. Donc, en effet, si je reviens sur mon PowerPoint, guérir sa mémoire, c'est réparer son futur. Voilà, j'ai tout dit ce que je voulais. Est-ce que vous avez des questions? Alors, c'est différent de la fatigue. Oui, tout à fait, ça n'a rien à voir avec la fatigue. Hein. La fatigue, la fatigue, c'est alors, on va dire que la fatigue est un élément péjoratif pour la mémorisation. Hein, j'en sais quelque chose. En sortant du Covid, je peux vous dire que, visiblement, j'ai une slide qui est un peu biaisée, et donc je n'ai pas toutes mes capacités de pleine santé, on va dire. C'est normal, je suis fatiguée. Mais ce n'est pas lié à la mémorisation, ce n'est pas du tout lié à ce que j'apprends. C'est deux choses complètement différentes. La mémoire et l'énergie, c'est des fonctionnements qui sont différents. Donc, j'ai essayé d'expliquer. Oui, bien sûr. Du coup, si ça ne dérange pas, oui, je parlais de ça parce que finalement, je m'aperçois, bon alors, oui, ma fille est décédée maintenant, mais comme ça a été une maladie longue, j'ai essayé de retravailler, moi, entre-temps, et ça a été très compliqué parce qu'effectivement, j'ai un travail d'expertise à la base, hein, parce que maintenant, je ne fais plus ça. Et du coup, ça s'est très mal passé, mon année de travail. Et en fin de compte, moi, je pensais que c'était parce que j'étais fatiguée de ce que j'avais vécu avec la maladie de Nina et tout ça, parce qu'on avait passé une année à l'hôpital. Donc, je pensais que c'était la fatigue. Mais d'après ce que tu dis, finalement, je comprends, parce que moi, les images revenaient tout le temps. Et voilà, donc, et ça reste quelque chose de compliqué. C'est-à-dire que toute cette expertise de métier, aujourd'hui, j'arrive plus, ça me demande trop de concentration, quoi.
Alors, non, non, c'est pas du tout lié à la Ouais, fatigue. De toute façon, d'accord. la fatigue, elle est, on va dire, liée au traumatisme, c'est-à-dire que ça nous épuise, Mmh, hein, je vous l'ai dit la dernière fois, mais c'est pas ça qui pose d'accord, on peut être fatigué et apprendre. d'accord. C'est 2 choses OK. différentes, en fait. C'est 2 mécanismes différents. Il y a la mémorisation et l'énergie. Les mécanismes de mémorisation, c'est qu'en fait, hem, c'est qu'en fait, en fait, c'est qu'on dit au cerveau de trier, alors que Ouais, ouais. normalement, encore une fois, il trie pas, il vit, en Mmh, fait. Il il vit et donc il se base sur ce qu'il est en train de vivre sans jugement. Normalement, mmh, on est sans jugement. C'est comme ça qu'un enfant apprend d'ailleurs. mmh. Il connote pas les choses. À partir du moment où il connote les choses, notamment avec les émotions de par exemple, essayer de faire apprendre, à lire à un enfant qui déteste sa maîtresse et vous verrez que vous n'y arriverez pas. Parce qu'en fait, comme il connote l'apprentissage de «j'aime pas ma maîtresse» et bah, du coup, il Mmh. apprend pas et c'est pas lié à son énergie. Du Alors du coup, j'ai une deuxième question parce que, par rapport à du coup ma fille, quand elle est sortie de du traitement pendant 1 an, elle a eu beaucoup de problèmes, à l'école et c'était pareil, c'est que, personne, entendait son souci et donc je me dis que si ça se trouve, c'était pas que lié à la fatigue de son traitement, c'était lié parce que les psys parlaient de post-traumatique par rapport à la maladie, mais effectivement, j'ai l'impression que c'était plus lié à ça que, uniquement la fatigue parce que les médecins disaient: «Non, non, mais de toute façon, tous les enfants retournent à l'école et pour tout le monde, ça se passe bien», comme si, c'était un électron libre, mais il y avait peut-être à creuser plus Alors, et voilà. le, l'intérêt de la mémoire Mmh. en psychologie et en psychotrauma notamment est très, très récent, hein. Franchement, Mmh. ça fait, quelques années. Le 1er qui a vraiment écrit dessus, c'est Peter Levine, qui a vraiment commencé à parler vraiment de la mémoire traumatique et ça fait, enfin 4-5 ans, quoi. Enfin, c'est Ouais, vraiment ouais. quelque chose de très, très récent Mmh. et en effet, il y a très peu de thérapeutes qui sont formés sur ça parce que, en fait, on pensait jusqu'alors que, on enregistrait les choses et puis point final, quoi. Alors Mmh. qu'en fait, déjà, non seulement on les enregistre, mais en plus on peut les retravailler sans aucun problème et au contraire, en fait alors ça, c'est pas nouveau, hein, ça c'est Freud qui le disait, donc c'est pas du tout nouveau, mais c'est qu'en fait, il disait qu'un souvenir, tant qu'il n'est pas retravaillé, n'est pas un souvenir. Donc c'est la mémoire, fait partie de, on va dire, de l'histoire intérieure du patient, mais l'impact du trauma sur la mémoire, ça par contre, c'est assez récent. Alors j'ai D'accord. une question Alors, j'ai une question. de Nolwenn, voilà. Ah ben voilà, allez-y. Je voudrais vous demander, vous m'entendez là? Oui, oui, très bien. Oui. Euh, c'est que moi, ce qui se passe, j'ai un phénomène, c'est que quand j'ai Pardon. enfin, le traumatisme dont je me souviens plus par la pensée, je n'ai plus de pensée du tout. Je suis complètement dans l'irrationnel et je me sens alors moins que rien puisque je ne peux plus penser. C'est difficile à vous expliquer, Alors en fait, mais excusez-moi, c'est un. Alors, ça a coupé juste par moment. Donc si je comprends, vous dites que, lorsque vous voulez avoir accès à votre souvenir traumatique, vous ne pensez plus? oui, mais c'est pas volontaire, si vous Oui, voulez, mais ça me vient. c'est normal, Ouais, ça me vient et tout d'un coup, je vous dis, je n'ai plus de pensée oui, et c'est c'est un normal. c'est En normal? fait, Mais oui, comme c'est qu'en fait, vous êtes complètement dans le souvenir émotionnel. C'est-à-dire que vous êtes dans le souvenir implicite, donc vous n'êtes pas dans l'explicite, donc vous n'êtes pas dans le conscient, vous êtes dans l'inconscient, donc vous êtes dans l'implicite, et vous êtes dans un souvenir émotionnel, donc il n'est que corporel. Il est quelque chose qui est hors pensée, hors conscience. Il n'est pas encore enfin, il n'est pas procédural et il n'est pas autobiographique, il est entre les deux. Donc, en fait, tant qu'il restera comme ça dans cet îlot-là, il restera inaccessible au travail psychique. Et petit à petit, parce que vous allez vous y confronter avec douceur et bienveillance, et que vous allez
pas vous juger, que vous allez simplement accueillir vos sensations comme on pourrait le faire en méditation, par exemple, eh bien, Je vous allez dois. petit à petit, exactement, vous allez petit à petit l'intégrer dans votre mémoire autobiographique tout doucement. Vous verrez peut-être qu'il y aura des images, peut-être pas, mais en fait, se confronter à ce moment-là va être de moins en moins douloureux. Vous êtes pas, enfin, il n'y a même pas nécessité forcément de le faire avec un thérapeute. Enfin, c'est pas forcément absolument d'aller se consulter systématiquement à chaque fois qu'on a, voilà, c'est Oui. selon, en fait, mon but dans ces conférences-là, c'est pas de vous dire il faut absolument aller voir quelqu'un, machin, mais Non, c'est non, de mais vous ça dire que pourrait m'aider, mais je ne connais non mais pas. non mais J'aimerais voilà, bien avoir une bonne adresse d'ailleurs. non mais en fait, c'est plus de les pratiques vraiment qui vont être les plus adaptées, c'est les pratiques de méditation on va venir se confronter avec douceur et bienveillance à notre émotionnel pour venir l'intégrer dans notre conscient. C'est vraiment sur ça qu'est basée la méditation. C'est pour ça que c'est au-delà de la thérapie. Alors, c'est une pratique de bien-être. Moi, je suis instructeur en méditation, puis j'enseigne dans un diplôme universitaire de méditation et de pratique respiratoire. Mais donc, évidemment, il y a des pratiques thérapeutiques, mais c'est vraiment au-delà. C'est-à-dire Mm, quand on s'engage sur le chemin de la méditation, on dit mm. tout est bon à prendre. Tout est bon à prendre et tout est bon à apprendre. Donc forcément, par moments, on va se confronter à des choses qui sont extrêmement douloureuses parce que, bah, dans notre passé, il s'est passé des choses extrêmement douloureuses pour Oui, chacun d'entre nous. Donc mm. forcément, se confronter à notre histoire à travers des pratiques méditatives va être très douloureux, c'est pour ça que c'est compliqué. Mais n'empêche que c'est le chemin de la réalité qui va nous permettre de nous réaliser. Voilà. Donc c'est D'accord. en vous Mais confrontant à ces sensations-là, c'est normal qu'il y ait pas de pensée. d'accord. Ah bon, vous connaissez ce phénomène? Ah bah Enfin, oui, vous bien avez sûr, vu. Alors, c'est juste, normal. j'interviens, Marie, je suis désolée, pour éviter qu'on soit dans des dialogues, et parce que c'est sans Oui. fin, et on aimerait, et comme on est dans une conférence qui se veut quand même publique et qui est suivie par beaucoup de personnes aussi sur Facebook, euh, soit vous posez des questions quand même sans trop revenir ou par écrit, comme ça permet à Marie aussi de les prendre et de répondre aux Je ne peux questions, ou juste poser pas une question écrire. pour permettre aux Je ne autres. peux pas, ça ne marche pas. Ben voilà, donc écoutez, merci déjà pour votre question. Marie, tu en as sur le chat. Oui, Alors, c'est ce que je disais. Donc, pour Nolwenn, travailler sur le traumatisme permettrait d'agencer de nouveau son référentiel sur lequel nous prenons appui sur le futur. C'est exactement ça. C'est vraiment, donc je ne sais pas si les personnes voient le chat, mais en fait, de travailler sur le trauma nous permet de réagencer notre récit autobiographique, donc notre point d'appui historique, on va dire, et donc ça nous permet de nous sécuriser le futur. C'est bien pour ça quand on travaille sur un trauma, on descend le trouble anxieux, on est plus sécurisé, on a moins peur, on est plus en sécurité. Enfin voilà, on avance vers plus de sérénité. En fait, on réintègre la vie et on lâche la survie. C'est le principe même. Alors, Catel demande quels sont les outils les plus intéressants pour avancer sur son décès, le décès de sa fille, enfin, le décès qu'elle a traité, EMDR, EFT, hypnose, sophrologie. Alors, c'est tout le temps les questions. En fait, moi, je vous parle, enfin, c'est comme si vous vouliez aller chez un garagiste et que vous lui dites, alors, cher ami garagiste, le meilleur moyen pour réparer ma voiture, c'est de la mettre sur un pont et de prendre un tournevis. Enfin, normalement, c'est pas comme ça que ça passe. Quand vous allez voir un garagiste, vous donnez votre voiture au garagiste et à lui, normalement, de s'occuper de prendre les meilleurs outils pour réparer votre voiture. Normalement, quand vous allez voir un thérapeute, bah, c'est un peu ça. C'est-à-dire que vous n'allez pas lui dire, alors voilà, moi, je n'ai pas de patients qui viennent chez moi en disant bonjour, je voudrais une séance de MDR. Les gens, ils viennent chez moi parce qu'ils viennent me voir, parce que je suis un thérapeute et que par conséquent, j'ai mes outils qui sont adaptés à telle prise en charge. Je sais qu'aujourd'hui, les thérapeutes s'installent avec un outil, parfois deux. Normalement, quand on doit travailler un trauma, la première des choses à faire, c'est d'aller chez un psychothérapeute, psychologue qui normalement traite, qui est quand même capable de traiter, de faire un point sur l'état général du patient, qui est en mesure de, de- de faire un point sur quel outil justement va être le plus adapté pour lui. la Et donc, piste peut-être est intéressante, c'est-à-dire le psychothérapeute ou le psychologue, c'est vraiment l'équivalent du médecin généraliste
pour les troubles, et il va pouvoir ensuite réorienter sur des thérapies plus spécialisées comme le MDR, la méditation ou autre, en fonction effectivement de cet état. Voilà, c'est qu'en fait, ce sont que des outils, hein. C'est, enfin, parfois on est fasciné par l'outil, mais en réalité la plus importante c'est la personne qui les utilise, c'est le thérapeute, il faut aller chez quelqu'un en qui vous avez confiance, peu importe en fait, quel est son outil, si vous avez le bon feeling avec le bon thérapeute et que vous sentez que vous êtes en sécurité avec cette personne, bah, ce sera la bonne personne en fait. C'est pas une question d'outil, je pense. Le nom de la conférence dans laquelle on a détaillé les différents traumas. Alors, Nolwenn, en fait, il faut aller sur le point rose et c'est la précédente, c'est sur le trauma et le sommeil. Voilà. Oui, on a les vidéos qui sont encore disponibles sur la page, donc vous pouvez les retrouver. Je voulais vous poser une question. Oui. Par rapport à ce que vous avez décrit, est-ce qu'il peut y avoir des mécanismes un peu plus complexes, en particulier des moments où la mémoire semble fonctionner normalement parce que le sujet nous intéresse ou pas. Et par exemple, moi, professionnellement, il y a des choses dont je me moque totalement, que je faisais avant et qui faisaient appel au travail de la mémoire, et ça ne marche plus. En revanche, si je travaille sur un sujet qui m'intéresse, la mémoire marche à nouveau. On me présente quelqu'un qui ne m'intéresse pas, je ne retiens pas son nom. En revanche, si la personne me semble intéressante, je retiens son nom. Alors qu'avant, ma mémoire semblait fonctionner beaucoup mieux et pouvait travailler, tout retenir. Vous voyez ce que je veux dire? Elle me paraît plus sélective maintenant. Est-ce que c'est des mécanismes qui peuvent être expliqués par un traumatisme ou pas? Alors en fait, qu'est-ce que vient faire le traumatisme? Il vient aussi vous questionner sur qu'est-ce qui est important pour moi. Il vient vous questionner sur l'essentiel en fait. Je crois que le traumatisme nous oblige à faire le chemin du sens que l'on donne à notre vie. Et c'est presque une réflexion philosophique, le traumatisme, hein. C'est qu'en fait, on vient se questionner d'abord sur: «Est-ce que j'ai encore envie de vivre?» parfois. Est-ce que, la vie vaut vraiment la peine d'être vécue? Est-ce que ma vie a un sens? Donc toutes ces questions-là qui vont être forcément travaillées dans le traumatisme, amènent à votre conscience des questionnements d'une grande profondeur auxquels vous n'aviez peut-être pas accès avant, tout simplement parce que vous n'en aviez pas conscience et que c'était pas nécessaire. Donc, quand on vient travailler sur un traumatisme, on vient travailler sur, ce qui a du sens pour vous et peut-être que à travers votre expérience de mémorisation, votre inconscient vous amène à vous dire: «Maintenant ne t'encombre plus de choses qui n'ont pas de sens et qui n'ont pas d'intérêt». Alors, c'est lié au traumatisme, oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, c'est plus que quelque part, vous êtes en train d'utiliser votre traumatisme pour donner plus de sens à votre vie. Et ça, c'est le sens du trauma, en fait. Donc oui, je peux répondre à votre question, mais c'est pas que ça marche moins bien. Au contraire, je pense que ça marche beaucoup mieux. C'est-à-dire que finalement, le fait de s'intéresser qu'est-ce qui a du sens pour vous, je pense que, c'est plutôt positif, en fait. C'est de vous encombrer plus de choses qui n'ont pas d'intérêt ou pas de sens, et dont vous vous foutez éperdument et en fait d'être fier de ça, de l'assumer, d'être dans votre authenticité. Eh bien, voilà, moi, je sais que, par exemple, tout à l'heure, vous avez vu un PowerPoint. Bon, je suis enseignante à la fac, donc forcément, je sais m'en servir, mais vous voyez que mes PowerPoints sont assez pauvres. Enfin bon, il y a pas beaucoup de flèches, c'est pas de trucs parce qu'en fait, j'ai vraiment mais strictement rien à faire de tout ce qui est technologie et technique. C'est vraiment un truc, mais je m'en fous, mais à un point où que voilà, je sais pas me servir des réseaux sociaux. J'ai publié un truc sur Instagram, je ne sais pas comment on lit les machins. Je suis vraiment une nullité absolue. Mais en fait, j'essaye, mais ça n'a aucun intérêt pour moi. Donc c'est pas que j'ai pas de mémoire, parce que je pense que j'ai une bonne mémoire. Mais c'est qu'en fait, du fait d'être dans des professions qui, pour moi, ont un sens dans ma vie, où j'ai vécu des traumatismes, forcément, sinon je vous en parlerai pas, eh bien, je pense que je vais vers des choses qui ont plus de sens pour moi et il se trouve que l'informatique n'en a aucun, donc c'est juste fonctionnel. Bon, je suis avec vous avec de l'informatique, donc forcément, je suis obligée de m'en intéresser un petit peu, mais voilà, je suis la risée de mes enfants qui se disent: «Mais elle est vraiment naze, quoi, on n'arrête pas de lui expliquer comment on s'en sert et elle retient rien, quoi».
Donc voilà, il y a des choses que je ne retiendrai pas et qu'en fait, je le dis ouvertement, je dis: «Non, mais je ne le retiendrai pas parce que ça ne m'intéresse pas et je ne le retiendrai jamais». Voilà, je ne m'encombre pas de choses inutiles. Je te rassure, tous nos enfants se moquent de nous, quel que soit notre niveau d'efficacité avec les technologies, ils sont tellement plus compétents que nous. C'est clair. Donc c'est pour ça que je préfère m'entourer de gens compétents qui sont très heureux de m'aider plutôt que de me mettre des choses dans la tête qui n'ont pas d'intérêt. Il nous reste, allez, 8 minutes. On va te garder peut-être encore quelques minutes pour laisser à d'autres personnes la possibilité de te poser une question. Bonsoir, moi je voudrais poser une question s'il vous plaît. Voilà, ayant perdu un enfant, donc ce traumatisme est donc quelque chose qu'on vit dans notre corps. Je voudrais savoir comment, pour notre fille, ne pas, comment dire, je suis sans cesse, j'ai toujours peur pour elle, j'ai toujours peur pour tout. Comment éviter de pourrir un peu sa vie avec mes traumatismes à moi, quoi, parce que c'est vrai que c'est difficile. J'ai toujours peur excessivement qu'il arrive quelque chose parce que j'ai perdu déjà un enfant et en fait, je sens que c'est très, très étouffant, je pense, pour elle mais c'est plus fort que moi. Donc comment éviter ça? Merci. Alors, justement, vous avez employé le terme qu'on va pas retenir, c'est éviter. On va pas éviter ça. C'est-à-dire qu'en fait, le fait d'accepter que dans votre histoire, il y a quelque chose qui s'est passé qui était particulier, qui est la perte d'un enfant, qui est quelque chose de compliqué et qui fait peur. Le fait de l'intégrer dans votre vécu, c'est-à-dire de dire: «Ben voilà, moi, dans mon histoire, il s'est passé ça, donc forcément, je vais, avoir peut-être plus peur que quelqu'un de normal, qui n'a pas vécu ce traumatisme-là». Eh bien déjà, c'est normaliser quelque chose, c'est-à-dire arrêter de vous culpabiliser. Il y a eu une magnifique conférence d'Éric Dudoit la dernière fois. En fait, cette culpabilité de «Mon Dieu, je traumatise mon enfant avec mes propres peurs», ça rajoute du traumatisme au traumatisme. Parce que votre autre enfant, il sait, du coup, par définition, qu'il peut mourir, puisqu'il a son frère ou sa sœur qui est décédé. Donc c'est un fait. C'est un fait qui appartient à votre famille dans votre vécu à vous, mais dans aussi le vécu de votre enfant. C'est-à-dire qu'il n'est pas bête, et il sait qu'on peut décéder et il a pris conscience qu'on peut décéder beaucoup plus tôt qu'un enfant qui n'a pas été confronté à la mort. Donc déjà, on ne va pas l'éviter, on va simplement déjà le constater. Et à partir du moment où on le constate, déjà on va dire: «OK, bon, c'est pas grave». En fait, c'est pas grave, c'est votre histoire. C'est juste que dans votre histoire, il y a une donnée particulière qui fait que vous avez un rapport particulier avec la peur. C'est normal. Je veux dire, quelqu'un qui a été, je vais reprendre le cas d'Anna, qui a été violée par son grand-père, elle n'a pas une passion, pour les personnes âgées, vous voyez? C'est pas quelqu'un qui a une compassion particulière pour les personnes âgées. Parce que qu'est-ce que c'est pour elle une personne âgée? C'est une mauvaise personne. Donc il faut comprendre que nos histoires, elles nous transforment tous, tout le temps. C'est notre apprentissage. À partir du moment où on va travailler ce deuil comme un apprentissage, vous allez faire avec. Et faire avec, on ne va pas l'éviter justement. Vous avez une capacité particulière de percevoir le monde. Et dans cette relation au monde, peut-être que vous allez être extrêmement surprise de voir ce que ce super pouvoir vous donne à voir du monde. C'est-à-dire que vous allez accepter le monde avec ses conséquences. Donc c'est nécessaire de toute façon. C'est vrai, je dis tout à l'heure que vous pouvez ne pas travailler, mais c'est nécessaire d'être accompagné par un professionnel thérapeute qui va vous accompagner dans comment je fais pour intégrer cette chose que je refuse de vivre une deuxième fois, parce que c'est ça la question, et comment je fais pour vivre. Mais en fait,
je vais vous dire, on ne peut pas vous protéger de la vie. C'est pas parce qu'on... Enfin, je dis une phrase que je dis tout le temps à mes patients, c'est la peur, ça empêche de vivre, mais ça n'empêche pas de mourir. Voilà. Et donc, on aura beau avoir toutes les peurs du monde, malheureusement, ça ne protège pas, pour rien. Donc, eh bien, on va vivre avec cette peur. On va vivre avec cette peur en utilisant des outils qui sont, voilà, en tout cas les miens, et moi je suis formée donc à la méditation, enfin à beaucoup de techniques de méditation, d'ailleurs pas qu'à la pleine conscience, à l'hypnose, à l'EMDR, à l'EFT, voilà, toutes des techniques qui sont maintenant reconnues comme des outils thérapeutiques qui nous aident à faire avec la peur. Et petit à petit à vivre avec et à se dire ok, comment je peux faire pour, voilà, pour être en sécurité, et petit à petit on la laisse de côté, c'est-à-dire que croire qu'on vit sans peur, c'est complètement illusoire. La peur, elle fait partie de notre vie, c'est celle qui nous sauve la vie, par exemple, pour pas traverser la route comme ça. Quand on traverse la route, on a peur de se faire écraser, donc on regarde des deux côtés. Donc la peur, elle fait partie de notre existence. Généralement, même, on considère qu'un enfant, quand il sort du ventre de sa mère, il a peur. Oui, parce qu'il est dans un environnement d'eau, chauffé, dans un environnement ouaté, où il n'a pas besoin de respirer, il n'a besoin de faire aucun effort, il n'y a pas beaucoup de lumière, il n'y a pas trop de bruit, c'est un environnement où il n'a pas besoin de réguler sa température, où il n'a pas besoin de réguler grand-chose, et tout à coup, il rentre dans un monde où il a froid, il faut qu'il respire, il faut qu'il fasse un effort pour manger, il faut qu'il fasse un effort pour réguler sa température. Donc, on considère que la première sensation que l'on connaît quand on sort du ventre, c'est la peur. Donc, c'est bien que ça fait partie de notre existence. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est vous réapprendre à vivre avec. C'est pas de l'éviter. Et de discuter beaucoup avec votre autre enfant, c'est-à-dire que d'avoir simplement conscience de lui dire, voilà, moi, c'est comme ça, en fait. Pour le cas de Anna, comme elle a été violée, forcément, comme elle a des filles, elle va vous dire, tu sais, ma chérie, je suis désolée, mais moi, je ne vais pas être une maman coolos comme les autres mamans. C'est-à-dire que moi, je vais avoir peur quand tu sors, parce que tout simplement, moi, j'ai été violée. Donc, forcément, je ne vais pas pouvoir te dire, on fait comme si. Donc, toutes les personnes qui ont vécu leur trauma doivent vivre avec et vivre avec leurs enfants aussi. Donc, c'est de vous prendre en charge globalement avec beaucoup d'amour et de bienveillance pour vous dire c'est normal, c'est pas grave et on va faire avec. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, merci beaucoup, Marie. Merci. Ça donne beaucoup d'espoir et de courage aussi. C'est que en acceptant finalement de faire face à ça, on développe même peut-être, comme tu disais, des super pouvoirs et une manière de communiquer peut-être avec nos enfants différente parce qu'on ose aller sur ce terrain-là. J'ai bien aimé ta phrase, la peur empêche de vivre mais pas de mourir. Et oui, bien sûr. Écoute, j'ai envie de finir sur cette belle conclusion qui est tellement belle que voilà, on va la garder précieusement. Marie, je te remercie beaucoup pour le temps que tu passes avec nous, que tu fais bénévolement. Je souhaite vraiment le saluer parce que c'est aussi, je sais que pour toi, c'est important de transmettre toutes ces informations et ces messages. Et nous, parents aussi, qui avons été touchés, d'avoir des thérapeutes sensibles à nos histoires, qui savent à quel point c'est important peut-être d'y accorder un regard, une bienveillance toute particulière qui est tellement thérapeutique déjà. Rien que le regard, la bienveillance, comme tu dis, de la part du thérapeute. Donc, un grand, grand merci à toi. Cette conférence sera bien sûr disponible sur la page Facebook du Point Rose directement. Et puis, pour les personnes qui souhaitent avoir soit des attestations de présence à ta conférence, mais aussi recevoir peut-être le lien YouTube de la vidéo que l'on fera aussi pour pouvoir la réécouter chez eux plus tranquillement. N'hésitez pas à nous envoyer
un petit mail. Le mail est sur la page du Point Rose aussi. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir été avec nous ce soir et je vous dis à très bientôt. Merci Marie, merci. À tous. À bientôt. À bientôt.